Oui, le sentiment d'être amazigh, ça a été un sentiment très fort chez la première génération, qui ne connaissait que la langue, amazigh et qui a gardé les valeurs et les coutumes du pays d'origine. Mais la deuxième génération, à partir de la deuxième vers la troisième et la quatrième génération, ça a changé. Pourquoi ça a changé? Parce que, d'abord les liens avec le pays d'origine sont devenus, très faibles et puis parce qu'il y a une alternative qui s'impose, c'est cet islam mondialisé. Donc le seul islam que connaissent ces générations-là, c'est l'islam mondialisé, l'islam, frères musulmans, wahhabisme. Heu Bien entendu, la culture autochtone peut jouer un rôle, mais il faut qu'il y ait cette volonté politique de la part des pays d'origine et de la part des pays d'accueil également. Alors pourquoi la France considère que c'est des pays arabes? Alors qu'il sait très bien, que ce sont des amazirs. Pourquoi? Parce que les grands chercheurs, les grands savants en anthropologie, en histoire, en sociologie, en linguistique, qui ont insisté sur l'aspect amazigh de la culture et de l'authenticité de l'Afrique du Nord, c'était des chercheurs français qui ont travaillé sur le Maroc, sur l'Algérie, sur la Tunisie. Par exemple, euh, je cite là le grand, c'est-à-dire savant encyclopédique, c'est Stéphane Xel, 8 volumes sur l'Afrique du Nord, sur l'histoire de l'Afrique du Nord, 8 volumes, gros volumes, hein. C'est lui la source, des c'est-à-dire les données historiques, anthropologiques concernant la civilisation des Amazirs. Il y a Gabriel Camp également, l'anthropologue. Il y a Henri Terrasse. Il y a aussi comment Henri Terrasse. Il y a Charles-André Julien. Ce sont les grands fondateurs de la sociologie et l'anthropologie coloniale qui ont parler que de l'Amazigh et des Amazirs. Donc, il n'y a pas un pays qui connaît cette vérité plus que la France. Mais sur le plan politique, ils disent arabe. Pourquoi? Comment on explique ça? Eh bien, tout simplement parce que la France, c'est un modèle jacobin de l'État-nation. C'est-à-dire un modèle qui est basé sur l'exclusion des éléments de la diversité. Il y a une seule langue, hein, il y a une seule culture, une seule identité, hein, c'est tout est français. Et dans la Constitution française, il y a le français et la langue de France. Et on n'a reconnu les langues régionales que dernièrement. Vous en souvenez peut-être, hein. On a reconnu l'existence de langues régionales que dernièrement, quand ils ont réussi à les effacer. Parce qu'il y a plusieurs dialectes en France qui ont disparu. Oh. Et donc, on parle de nous en France comme arabes parce qu'ils nous regardent d'un œil jacobin, hein, à travers le jacobinisme de l'État. Et vous Je pense savez, aussi que les gens aussi se présentaient en tant qu'arabes, par donc, méconnaissance et par ignorance. par ignorance, mais la première génération, ils ne se présentaient pas comme arabes. Après, puisqu'ils ont entendu arabe, 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 donc ils ont accepté. Mais, euh, c'est-à-dire, quand on demande à la France de respecter la langue amazigh parce que c'est la deuxième langue après le français en France. C'est pas l'arabe, c'est l'amazigh, la deuxième langue, hein. C'est-à-dire des millions de gens, des familles et de gens, hein. Et ils considèrent que ça peut menacer la cohésion sociale des Marocains ou des Algériens. Parce qu'ils pensent en jacobinisme, c'est-à-dire quand vous parlez d'une autre langue que l'arabe officiel, donc vous menacez ces pays de division. Et vous savez que dès que la constitution marocaine a reconnu la mazérité comme langue officielle, j'ai été appelé par monsieur l'ambassadeur de France à Rabat, qui m'a invité à déjeuner et m'a demandé de ramener avec moi 4 autres personnes. Donc on était 5, je les ai choisis, les gens de l'élite amazigh, c'est-à-dire qui sont membres de l'IRCAM, membres du conseil d'administration de l'IRCAM, etc.
Et on a déjeuné avec monsieur l'ambassadeur. Alors, c'était quoi les questions qu'il avait? C'est comme si on est revenu 50 ans en arrière. Il commence à poser des questions. Comment vous avez fait pour que ça soit reconnu, cette langue? C'est-à-dire, il savait rien sur tout ce qu'on faisait. Il n'a jamais entendu le mot abazir avant. Il s'intéressait pas, c'était pour lui quelque chose qui... Alors que l'État déclare la langue amazigh comme langue officielle, ça l'a secoué. Il doit faire un rapport pour son État et il doit, c'est-à-dire faire comprendre à la France comment c'est arrivé. Et on lui a raconté tout le processus. Et on lui a dit, voilà l'origine du mal, c'est le modèle français, justement, parce que le Maroc, il est différent de la France. Le Maroc, c'est un pays de diversité depuis des millénaires, depuis la nuit des temps. C'est un pays où il y a toujours eu plusieurs religions, plusieurs langues, plusieurs cultures, plusieurs composantes, etc. Et adopter le jacobinisme, c'était comme habiller un enfant, un petit enfant, avec des habits très serrés, hein, et ce qui l'empêche, c'est-à-dire de grandir. Hein. Et ce qui l'étouffe même, parce que ça va étouffer sa petite poitrine, hein, c'est quelque chose qui ne lui va pas. Voilà comment était le jacobinisme pour le Maroc. C'était comme des habits qui n'allaient pas pour un pays d'une civilisation millénaire et qui est marqué par sa diversité à travers les siècles. Et on a perdu beaucoup de choses à cause de ce jacobinisme. C'est-à-dire, on a perdu des valeurs culturelles, on a perdu la langue. Aujourd'hui, il n'y a que 26% qui parlent la amazigh au Maroc, alors qu'ils étaient 85% en 1956. Hein. On a perdu les 2 tiers, hein, en 50 ans. Et ça, c'est plus de 50 ans, c'est-à-dire 65, 68 ans. Et ça, c'est très grave parce que l'arabisation, c'était une idéologie politique qui visait à changer l'identité du pays. C'était pas pour mettre l'arabe, la langue arabe à la place du français, parce que ça n'a jamais été fait. Le français est toujours là. Mais l'objectif, c'était d'arabiser l'identité du pays. C'est pourquoi on interdisait les prénoms dans le bureau de l'état civil, les prénoms amazighs. C'est pourquoi on changeait les toponymes d'une langue à une autre. C'est pourquoi on interdisait d'écrire en alphabet tifinagh dans le milieu public. Et ceux qui l'utilisaient étaient emprisonnés. Les médias. Dans les médias, etc. Donc, tout ça a changé aujourd'hui après le discours d'Ajdir en 17 octobre 2001. Mais on a perdu beaucoup de choses, et surtout puisqu'on parle religion et idéologie religieuse, on a perdu ces valeurs de religiosité modérée et équilibrée qu'on avait au bled. Pour nous, la laïcité, la sécularisation, ça ne vient de nulle part. C'était la culture de nos ancêtres. Et la preuve, c'est Azrf. On a fait la collecte de tous nos droits coutumiers amazighs du Maroc, du Rif jusqu'au Sahara. On a fait la collecte. Il n'existe aucune loi amazigh qui appelle à pratiquer le châtiment corporel. Le corps humain était sacré chez nos ancêtres. Et c'est une grande valeur. Il n'y a pas la peine de mort chez nos ancêtres. Hein. Et c'était des musulmans qui ne pratiquaient pas la charia sur ce niveau-là. Et on peut trouver ça où, monsieur Ahmed, la source de cette étude-là sur les punitions et les châtiments et de la juridiction amazigh? D'études qui ont fait la collection du droit coutumier, c'est-à-dire le droit positif amazigh. Il y a plusieurs, je vais vous citer les récurrences. D'abord, il y a le travail colossal qui a été fait par l'organisation Tamainout, qui est la plus grande association amazigh du Maroc, avec 36 sections. Il a fait un travail en partenariat avec l'Organisation mondiale du travail. C'est la collecte du patrimoine amazigh
en matière de droit coutumier. Ils ont publié le livre avec le titre Le droit coutumier amazigh. Voilà, il y a des textes, il y a c'est-à-dire les textes de droit de Azrf dans le livre. Il y a aussi le travail colossal qui a été fait par Maître Ahmed Arhamouch, qui est avocat à Rabat et qui a fait une thèse sur le droit coutumier amazigh et sur les lois positives amazigh. Il a fait également une collecte qu'il a publiée sur 3 tomes. Et il a publié un livre intitulé Nidam al-Adala fi يعني لدى القبائل الأمازيغية. Nidam al-Adala, c'est-à-dire le système de justice chez les Amazigh. Il y a aussi la thèse de doctorat intitulée Al-Lawh Jazula. Al-Lawh Jazula, c'est un travail qui a été fait par le Hajj Mohamed Al-Othmani, qui est un faqih, et c'est l'oncle de monsieur Saadil Al-Othmani, qui était chef du gouvernement avant Akhnouch. C'est un grand érudit, un grand faqih souci, mais qui a travaillé sur le droit coutumier amazigh. Il a fait sa thèse. Al-Lawh Jazula. Pourquoi Al-Lawh? C'est quoi Al-Lawh Jazula? Jazula, c'est le sous, mais Al-Lawh, c'était Al-Lawh des greniers, parce que on écrivait les lois sur des morceaux de bois qu'on gardait dans les greniers, parce que les greniers, c'était des forteresses où on gardait les choses précieuses, que ce soit le blé ou l'huile d'olive, l'argan, l'argent ou l'or, tout ce qui est précieux, on le gardait dans l'agadir. Agadir, c'est le grenier. Et c'est là-bas où se réunissaient les représentants de la tribu. Chaque tribu avait un agadir, un grand grenier. Il avait des lois, où il y avait des lois dans l'uh nougadir, c'est-à-dire avec le morceau de bois, bien agadir. Et c'est de là où vient le mot makhzen, qui signifie aujourd'hui le pouvoir. Parce que makhzen, c'est grenier. C'est là où les choses. Là où on garde. On stocke, ouais, exactement. Voilà. Et makhzen, c'est agadir. Le mot makhzen vient des agadir. Pourquoi c'est tout voir après? Tout simplement parce que les lois étaient dans l'agadir, dans le grenier, et les réunions des dirigeants se tenaient à Agadir. Et ils se basaient sur ces lois-là pour on va dire, faire les procès des gens, etc. Et tous les procès étaient des amendes. Il n'y avait pas de châtiment corporel. Il n'y avait que des amendes, le gharamat. Et il n'y avait pas la peine de mort. Il y avait ce qu'on appelle ajoued. C'est-à-dire, on demande à la personne qui a tué de quitter le territoire. Et pourquoi c'est là la peine capitale? Pourquoi? Parce que quand on arrache quelqu'un de son territoire, c'est la punition la plus sévère. Parce que son identité, le sens de la vie pour lui, sa vision du monde, elle est liée à son appartenance au territoire de la tribu, à la terre. C'est pourquoi nos l'identité vient de la terre, vient du territoire, et non pas d'une religion ou d'une langue.